essaie de trouver mille et une raisons, et plus qu'on en raconte, plus que les autres trouvent à nous taper dessus. Est-ce que pour autant, est-ce que ça fait éclater la République? Comme on a voulu nous le dire. Est-ce que ça justifie qu'on nous envoie des brigades républicaines pour reconquérir l'Est de la France et l'Alsace? Dixit, hein. Est-ce que DLR est partisan d'une sortie de l'Union européenne? La question est très intéressante. Non, nous sommes, à première vue, partisans de changer l'Europe de l'intérieur. Il faut qu'ils viennent de Paris pour expliquer aux Alsaciens ce que c'est que la République, parce que nous n'avions pas bien compris. Notre espoir est dans l'Europe. Vous avez compris maintenant? Ça se passe comme ça chez McDonald's. C'est important, parfois je me rends compte que c'est important. Ils ont été complètement intoxiqués. On a un très très bon accueil de la part des Alsaciens à travers cette campagne. Pas d'autant parce qu'on apporte une information sur le référendum et sur les enjeux du référendum, mais surtout parce qu'on a remarqué sur nos tables d'information où en fin de compte on a 6 tracts. On a les tracts du collectif J'aime l'Alsace, je vote non, les tracts du MPEP, les tracts des brigades populaires républicaines qui sont en fait l'émanation militante pour cette action-là de l'Union populaire républicaine de François Asselineau. Et puis on a les tracts génériques de l'Union populaire républicaine de François Asselineau. Et alors ce qui se passe là, ce qui est intéressant, c'est que pour un tract donné concernant les enjeux de la campagne, on donne 3 tracts de l'Union populaire républicaine. Les Alsaciens sont très intéressés, sont très demandeurs d'informations précises, scrupuleuses, concernant la politique, l'Union européenne et ce qui se passe. Donc effectivement, pour ces raisons-là, on a dû distribuer, je pense, quelque chose comme 12 000 tracts sur 12 000 tracts du référendum de la campagne et 3 fois plus, donc quasiment presque 40 000 tracts de l'Union populaire républicaine sur l'ensemble du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Et avec effectivement un renforcement des équipes et une accentuation de la campagne d'information vraiment dans le Haut-Rhin. En tant que responsable UPR pour le 15e arrondissement de Paris, je me suis dit que si je veux finalement aider, enfin que mes militants ils se motivent, ils s'engagent un peu plus et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, il fallait que de mon côté je montre l'exemple. Et l'exemple, c'est de temps en temps, lorsque la nécessité est là, poser quelques jours de congé et puis à ses frais partir un peu plus loin, j'allais dire à l'étranger, un peu plus loin en France et puis voilà, aller dans la rue, aller tracter, aller militer, aller mettre les mains dans le cambouis parce que finalement rester derrière son PC à liker sur Facebook, c'est chouette, mais ça, à part se donner bonne conscience, ça fait vraiment pas avancer le schmilblick. En tout cas, ça a ses limites. Notre présence sur le terrain, elle a permis d'informer les gens, elle a permis de en fait, les orienter sur les réels objectifs de ce référendum, puisque de toute façon, on a bien capté qu'il ne fallait pas attendre de la part de la classe politique pour leur expliquer que en fait, au bout, c'est une fusion, c'est-à-dire c'est le projet d'Eurorégion, c'est ça qui leur importe. C'est un projet qui est soutenu par la Commission européenne et qui n'est plus ni moins que le début du démantèlement de la France. Mais la réalité, c'est qu'en amont, la vraie question, c'est que est-ce que nous pouvons continuer au XXIe siècle à avoir toutes ces collectivités juxtaposées, départements et régions, conseil général et conseil régional? Ce projet est totalement flou. Et malgré tout, des petites choses, des petits éléments qu'on nous a avancés, on ne
on ne voit rien, aucun avantage, aucun moyen de corriger les erreurs du passé. Les erreurs en termes de gabegie financière, les erreurs en termes de proximité de la prise de décision, d'efficacité et surtout de simplicité de l'organisation de la décentralisation aujourd'hui en France. Il y a aussi un deuxième problème, c'est que cette décentralisation-là se fait localement. Elle se fait dans une région en particulier. Ce qui nous laisse craindre que la France puisse être, au final, démantelée petit bout par petit bout. Aujourd'hui l'Alsace, peut-être demain la Corse, après-demain la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais y pense déjà, donc voilà. Si nous ne sommes pas, et ça c'est un vrai défi, si nous ne sommes pas entendus, malgré un oui massif, que j'espère et que nous aurons, mais si nous n'étions pas entendus dans cette attente-là, alors il y aurait de quoi désespérer. Doublement. De notre pays d'abord, et ensuite de l'Europe. Parce que si nous ne sommes pas ici, en Alsace, avec nos voisins, badois et les Suisses du Nord-Ouest, si nous ne sommes pas capables ici de produire un peu d'Europe, plus intégrée, plus rassemblée, si nous ne sommes pas capables de faire ça ici, alors croyez-moi, l'Europe telle qu'on la voudrait, je dis même pas fédérale, des Europes, des régions, non, c'est pas la peine de parler de grands concepts, mais si nous n'arrivons pas un petit peu à nous harmoniser ici, alors c'est à désespérer, il ne se passera jamais rien, et nous allons continuer de nous effriter doucement dans la concurrence des territoires mondiaux, des continents qui aujourd'hui ont leur culture et qui n'est pas la nôtre. Donc voilà, je ne suis pas du tout, vous voyez, c'est pratique, hein, c'est pratico-pratique, c'est très simple, hein, mais j'aurais bien aimé que nos gouvernants aient entendu ça de façon un peu plus attentive, qu'on aurait pu en discuter déjà ensemble. Alors on nous le promet. Ce qui reste donc à dire, c'est que dimanche, on dira oui, en sachant que c'est un véritable pari que nous faisons. Un pari sur l'intelligence de nos pères, en dehors de l'Alsace, mais surtout un pari sur notre volonté déterminée de faire en sorte que nous sachions nous prendre en main, travailler nos potentiels, s'ouvrir à nos voisins pour effectivement rester définitivement rayonnants. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous le proposez maintenant? Et c'est une bonne question. Mais tout simplement parce que c'est l'heure et parce que tous les feux sont au vert. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a eu un changement de discours. Les nonistes et les wiwistes ont fait un discours, là, ont fait enfin une propagande pendant un an, depuis octobre 2012, un peu moins d'un an, 6 mois, sur un blabla politicien de simplification, de modernisation, d'économie. Oui, aujourd'hui, il y a 3 collectivités, demain, il y en a une. 3 assemblées, demain, il y en a une. 3 administrations, demain, il y en a une. 3 budgets, demain, il y en a un. Si ça, c'est pas de la simplification, j'y comprends plus rien. Ce qui m'a intéressé vraiment, enfin ce qui m'a choqué pour continuer là-dessus, c'est Richard, quoi. Richard et Büttner et Kennel, ces barons alsaciens. On dirait que le président de la République a fait sa fameuse phrase juste pour nous. Le choc de simplification. L'objectif, c'est de créer des super eurorégions qui vont directement négocier avec la Commission européenne, ne passeront plus par les États, vont avoir des transferts de compétences énormes, de plus en plus énormes sur le temps, et finalement, les États n'existeront plus. La voilà, la collectivité territoriale alsacienne. Elle y est déjà, comme la collectivité territoriale unique de la Corse, comme ici, la Catalogne. Ils veulent que le département des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, d'ailleurs n'a plus de numéro, s'appelle Catalogne dans le projet des Verts. C'est exactement des agents de l'étranger. Ça, c'est exact, c'est exactement ça. D'ailleurs, ici, vous voyez que le département des Pyrénées-Atlantiques est coupé en deux, avec un nouveau département Béarn et un autre qui est Pays Basque, qu'il s'agit de démanteler. Vous voyez ici que la Loire-Atlantique et là, la région Pays de la Loire est démantelée pour avoir la Bretagne prête à l'indépendance. C'est de ça qu'il s'agit.
faut arrêter de tourner autour du pot. Ce sont les héritiers directs de Morvan-Marshall de 1923. Direct. Nous vivons dans un même territoire avec des voisins qui ont d'autres façons d'exister, qui ont cette capacité d'être des États locaux. Ce partenariat entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg est une véritable opportunité. Il ne s'agit pas de faire des exodes de jeunes Alsaciens vers le Bade-Wurtemberg, mais il faut leur donner de pouvoir vivre de véritables expériences professionnelles et de formation, voire de devenir chef d'entreprise en Allemagne et dans le Bade-Wurtemberg de façon plus particulière. On va insister là-dessus parce que c'est très très important. Ils sont en train de commencer à détruire le pays. Et pour entamer cette destruction, il faut s'attaquer directement à l'État. C'est très particulier en plus pour la France parce que la France, elle est liée, c'est l'État qui a fait naître la France. La France, c'est une construction politique, c'est pas un pays racialiste, c'est un territoire qui s'est étendu, effectivement. Alors certains vont me dire des fois, oui, par des guerres, par des traités, etc. Mais on va pas revenir sur les traités d'il y a 400, d'il y a 500 ans. Parce que ça, c'est un peu ce qu'ils essayent de réactiver en ce moment, de remettre en cause un peu l'histoire, comme si... Donc ce serait une forfaiture, hein, ce qui s'est un peu passé, finalement, on pourrait revenir sur les 300 ans de République. C'est pas possible, c'est pas possible. Oui, j'aime ma patrie républicaine. On a dit c'est du nationalisme. Vous ne comprenez rien. Réponds à ceux qui me font cette accusation. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le patriotisme, c'est l'adhésion aux valeurs fondamentales républicaines. C'est pourquoi être français ne vous oppose à personne. Nos amis allemands, sur leur bâtiment, ils ont écrit « Den deutschen Volk ». Le peuple allemand. Le peuple, le folk, au sens allemand. Vous maîtrisez ça mieux que moi. Mais nous, non. Liberté, égalité, fraternité. La patrie ne préexiste pas à chacun d'entre vous. Elle existe à partir de vous. Ils ont quand même osé raconter que l'écrit de l'alsacien, c'était l'allemand, comme si c'était quelque chose d'acquis. Bien, nous avons aujourd'hui 10 000 jeunes, d'ores et déjà, où dès la maternelle, l'enseignement se fait à parité entre le français et l'allemand. Parce que l'allemand, c'est l'écrit de l'alsacien. Comme si c'était ce dialecte l'alsacien, que je respecte par ailleurs, avait été écrit depuis 400 ou 500 ans. Alors, ce qui est totalement faux. Les écrits alsaciens qu'on peut avoir, ce sont des écrits, je parle historique, sont des écrits en fait phonétiques. Chaque auteur a retranscrit comme il pouvait, à sa façon, à l'écrit, ce qu'il voulait raconter dans son dialecte. Et ça, c'est encore quasiment d'actualité aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Ma langue maternelle, c'est l'alsacien. La langue maternelle de mes enfants, c'est l'alsacien. C'est-à-dire que mes enfants, comme moi, nous avons appris à parler l'alsacien avant d'apprendre le français. Nous avons appris le français à l'école, alors que nous parlions déjà la langue régionale qui était l'alsacien. C'est comme ça chez nous, nous avons une tradition. Tout le monde n'y est pas parce que nous avons aussi des coins d'Alsace qu'on appelle les Welsh, où la langue maternelle, c'est le français. Voilà. Pour les curieux, je vous renvoie à la méthode Hortal, la méthode conçue depuis 2008 pour bien écrire l'alsacien. C'est une méthode qui a été menée par Edgar Zedler, dialectophone et linguiste, qui œuvre à l'Université populaire de Mulhouse depuis 2003. L'idée maîtresse d'Hortal est que la référence de l'alsacien est l'allemand, à base. C'est un postulat philosophique et politique, parce qu'il fait fi complètement des racines franciques et romanes, au profit unique de l'alémanique. Alors c'est un peu compliqué, mais pour tout linguiste scrupuleux, il y a un premier problème, c'est au nom de quoi peuvent-ils, en dehors d'une volonté d'abattre le français, balayer le welsh, le franc-comtois et le roman du territoire alsacien? Il y a un personnage qui m'a beaucoup... sur lequel je suis très interrogatif, c'est M. Boettner. Parce que M. Boettner, donc, qui est le président du Conseil général du Haut-Rhin,
bon, était celui qui avait, je dirais, les accents les plus régionalistes dans son discours. Clairement, il en appelle à l'apprentissage donc de la langue allemande, qui met au même niveau selon lui que le français, et il explique même qu'on n'aurait pas besoin de maîtriser le français avant d'apprendre l'allemand, quoi. Donc l'apprentissage par la langue, faut comprendre que c'est très important, parce que le français, c'est un des ciments, c'est sinon le ciment de la langue française, de la communauté francophone. Dans de très nombreuses écoles, puisqu'il y a 10 000 jeunes, il y a un enseignement qui est fait à parité, autant d'heures en français que d'heures en allemand. Donc ce n'est pas un apprentissage de l'allemand, c'est un apprentissage en allemand, et ceci dès la maternelle. Que fait aujourd'hui l'Allemagne, puisqu'elle n'a plus suffisamment d'Alsaciens qui parlent l'allemand couramment? Eh bien, elle fait venir des Espagnols, des jeunes Polonais, des jeunes Roumains, qui sont formés à l'allemand pour ensuite se retrouver dans les entreprises et y compris à prendre des postes de responsabilité. Nous habitons à 100 mètres de l'Allemagne. Nous avons une tradition de cette culture rhénane dans laquelle l'allemand a une place réelle, y compris en Alsace, et nous trouvons dommage de ne pas donner à nos jeunes d'avoir ces places dans les entreprises qui sont disponibles sous le prétexte qu'ils ne seraient pas suffisamment bien formés à l'écrit et au parler en allemand. Je voudrais attirer votre attention sur ce phénomène peu banal. C'est que ce sont, comme par hasard, les mêmes bons politiques qui nous expliquent qu'il est impossible de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Que l'Europe, c'est de toute façon l'avenir. Premièrement. Deuxièmement, qui nous expliquent qu'il faut développer les langues régionales et minoritaires. Et troisièmement, qui nous expliquent que la langue française est tellement nulle qu'il faut absolument basculer au tout emploi américain dans l'enseignement, la recherche, le dépôt des brevets. Nous avons lancé, il y a maintenant quelques semaines, une pétition contre la loi dite Fioraso, de Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui, comme vous le savez peut-être, je vous invite d'ailleurs à la signer, on vient de dépasser les 7300 signataires, ce qui est beaucoup, surtout qu'elle n'a été, évidemment, tout ce que nous faisons est interdit de médias. Cette loi Fioraso consiste à dire que désormais, en France, si une école de commerce, une école d'ingénieur ou un institut d'études politiques décide de faire tous ses cours dans une langue étrangère, tous ces cours, que tous ces cours soient obligatoirement dans une langue étrangère. Il faut comprendre que c'est en américain, en anglo-américain. Que tous les concours d'entrée et de sortie sont en cette langue, eh bien désormais il en aura le droit. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, nous pourrons aussi, au travers des gens qui partent à la retraite, ne pas remplacer tout le monde, évidemment, puisqu'il faut faire des économies. Et c'est normal. Nous avons aujourd'hui, clairement, 3 directions des finances, et bien demain on n'aura plus de 3 directeurs des finances, ça c'est sûr. Alors 3 directeurs de la culture, il n'y aura plus de 3 directeurs de la culture. 3 directeurs de l'économie, c'est évident. Alors je parle des directeurs, mais bien sûr dans les services aussi, quand c'est redondant. Mais je veux redire aussi, on ne va pas licencier, que les choses soient claires. D'abord parce qu'on ne peut pas, et parce que deuxièmement, on ne veut pas. Mais simplement, quand vous avez 8000 salariés, ça veut dire que tous les ans, il y en a 200 qui partent à la retraite. Rien que la gestion des 200 qui partent à la retraite, ça permet de faire en sorte qu'au niveau de la gestion des flux, vous pouvez faire les économies sans que quiconque ne soit licencié. Nous pouvons le faire sans difficulté et nous pouvons recruter là où il y a des besoins nouveaux, par exemple dans le domaine de la dépendance. On ne vote pas ni pour un homme, on ne vote pas ni pour un parti, mais on vote pour l'avenir de l'Alsace. C'est nouveau, c'est intéressant, c'est transparti. Et c'est clair que nous avons notre histoire, que nous ne récusons pas. Mais nous sommes un pays hyper centralisé. Et c'est à cause de ça que nous allons droit dans le mur. On est bloqué à tous les niveaux, syndicaux, administratifs, politiques. Tout est tellement centralisé, verrouillé, que plus rien ne peut bouger. Nous devons aussi faire l'effort de nous rassembler pour être plus forts ensemble, pour aller jusqu'au bout de nos projets, pour être aux côtés de l'État, pour porter les dossiers de services publics et de services au public. Nous savons bien que l'État ne pourra plus le faire tout seul.
Il est totalement dépassé. Il n'en a plus les moyens, ni financiers, ni d'organisation. Donc voilà ce qu'a finalement présenté la propagande qui était évidemment pour le oui. On a tous vu les fabuleux sondages donnant le oui sortant à 75%, ce qui nous rappelle d'ailleurs le référendum de 2005 où le oui était donné gagnant dès le départ. Et donc ce qu'on a proposé aux Alsaciens, c'est que finalement la région Alsace composée des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, eh ben, c'était quelque chose de beaucoup trop découpé, de beaucoup trop morcelé, de beaucoup trop petit, qui ne pouvait pas peser en France face à la région parisienne et à l'Île-de-France, et qu'il fallait vraiment donner un grand coup de balai dans la fourmilière et puis réunir les conseils régionaux et les conseils généraux en une seule collectivité territoriale qui serait beaucoup plus simplifiée et unifiée, beaucoup plus pesante, donc face à Paris, au land allemand du Baden-Württemberg. Mais en vérité, la simplification qui est avancée n'est pas vraiment au rendez-vous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le détail du projet, effectivement, les trois conseils seront dissolus et fusionnés en une assemblée, mais on remarque en fait très rapidement que la structure est beaucoup plus morcelée, puisqu'il y a deux conférences de Haute-Alsace et de Bas-Rhin qui seraient créées, qui serviraient, soyons honnêtes, de comité Théodule, histoire de recaser les anciens conseillers généraux et régionaux qui ne vont quand même pas être mis au chômage, surtout en ces temps de crise, les pauvres, et puis de tout un ensemble de conseils de territoire dont on ne connaîtrait finalement ni les fonctions, ni même le nombre, l'utilité, et qui servirait probablement à avoir une espèce de semblant de proximité vis-à-vis des citoyens alsaciens, mais sans réelle remontée d'informations. Et donc, outre ces deux comités Théodule et puis effectivement deux assemblées, une pour le pouvoir exécutif et une pour le pouvoir législatif, qui siégerait à Strasbourg pour l'une et à Colmar pour l'autre, ce qui rappellera d'ailleurs vaguement nos deux parlements européens à Bruxelles et à Strasbourg, qui sont d'une utilité douteuse. Il y aurait le projet de faire de Strasbourg une eurométropole, donc qui serait un petit peu en quelque sorte sortie de l'Alsace pour devenir une espèce de nouvelle structure dont on connaît finalement assez mal les fonctions et les prérogatives. Et donc on peut vraiment se demander s'il y aura autant de proximité des élus vis-à-vis des citoyens, et puis si une Alsace coupée de Strasbourg et puis morcelée en comité Théodule sera finalement vraiment beaucoup plus pesante et beaucoup plus efficace. Pour la clique parisienne de l'UMPS, les Alsaciens sont des gens près de leurs sous, et que donc pour ces politicards, il fallait leur parler d'argent et d'économie pour essayer de grappiller quelques votes, toujours dans les mêmes démarches électoralistes un petit peu malsaines, je trouve. On a dit qu'on allait faire 30 millions d'économies sur 5 ans. Waouh! Alors forcément, 30 millions pour le quidam que nous sommes, ça semble une somme assez importante, mais finalement, quand on rapporte ces 30 millions sur 5 ans, en économie par an, on arrive à 6 millions, ce qui est déjà beaucoup plus limité. Et lorsqu'on rapporte ça au nombre d'Alsaciens, les économies elles se réduisent comme peau de chagrin à 3,30 €, 3,50 €. On ne va pas très très loin aujourd'hui en France avec 3,30 €, 3,50 €. À l'époque du franc, peut-être que ça représentait une économie qui aurait valu la peine, mais c'est une époque révolue. Et donc, comparé finalement au budget total qui est de 200 milliards 760 millions, on se rend compte que ces économies sont totalement dérisoires. C'est purement un effet d'annonce pour essayer d'inciter les gens à voter, et finalement sans aucune garantie réelle. Enfin voilà, donc on prend vraiment les Alsaciens pour des cons, puis surtout on leur dit pas le dessous des cartes. Et c'est quoi le dessous des cartes? C'est qu'en fait ce projet d'Alsace unie, d'Alsace unifiée, ça s'inscrit dans quelque chose qui est beaucoup plus important, malheureusement beaucoup moins bien connu, qui est la politique des euro-régions. Donc pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, la politique des euro-régions, ça consiste à découper l'Europe en grandes euro-régions. Donc par exemple, effectivement, l'Alsace qui serait ici rattachée à une partie du Baden-Württemberg. Donc là, juste le Baden, mais peut-être que ce serait autre chose, on ne sait pas trop. Ou alors l'indépendance de la Bretagne, ou de l'Irlande, ou de l'Écosse, ou la Catalogne autonome.
Il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être montées un petit peu partout dans l'Union européenne. Et alors quel est le principe de ça? En fait, le principe, c'est petit à petit, partout dans l'Union européenne, de dissoudre le niveau national dans cette espèce de grande soupe d'euro-région qui est d'ailleurs basée sur une répartition ethno-linguistique qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, précisément. Et pourquoi, en fait? Quel est le but? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la France, au sein de l'Union européenne, a presque plus de poids. Un commissaire sur 27, moins de 15% de députés au Parlement. Et on va mettre la France, finalement, de ce fait, de cette dilution au sein des 28 États européens, ne peut plus imposer de décisions, se voit finalement imposer tous ces grands choix stratégiques par l'ensemble des pays européens qui, lorsqu'on creuse un petit peu la question, répondent aux intérêts américains. Mais alors la question qu'il faut que les Alsaciens se posent, qu'il faut que les Bretons se posent, qu'il faut que les Catalans se posent, c'est lorsque les nations auront disparu, que pèsera la Catalogne indépendante ou la Bretagne libre ou l'Alsace unie face aux institutions de Bruxelles? Et que pèsera la vie du peuple alsacien lorsque les dites institutions de Bruxelles décideront que finalement il serait peut-être temps d'homogénéiser les acquis sociaux des Alsaciens, les acquis sociaux des Polonais ou des Lituaniens ou des Roumains. Puis la question qu'il faut que se posent les Alsaciens, c'est lorsque cette homogénéisation aura lieu, parce qu'elle aura lieu, est-ce que se fera par le haut ou par le bas? S'il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui décide d'oser avancer, on restera sur les promesses et ça ne se traduira pas dans les actes. Il faut souligner surtout le cursus du bonhomme. Sa vie personnelle, sa carrière professionnelle et politique, il doit tout à la République. Il n'a rien fait dans le privé. Il a d'abord été prof de sciences naturelles et même principal adjoint dans un collège au sein de l'éducation nationale française de la République. Et puis ensuite, il a cumulé les mandats. Ça fait plus de 30 ans que le mec cumule les mandats. Donc, les mandats républicains, il a été conseiller général du Bas-Rhin UDF, suppléant du député de la 7e circonscription du Bas-Rhin. À 39 ans, il est élu sénateur français du Bas-Rhin, membre de la Chambre haute du Parlement français depuis 1995 sans discontinuer. En 1998, il est président de l'Assemblée départementale du Bas-Rhin et président du Conseil régional. Je le disais tout à l'heure, j'étais un conseiller général alors que je ne savais même pas exactement ce que c'était le conseil général. C'est parce que celui qui était là-bas avant moi m'avait permis de gagner parce qu'il était mauvais. C'était comme ça, sinon j'aurais jamais gagné. Il a même été ministre sous la Sarkozy. Alors ça, c'est un sacré ministère, s'il en est, parce que ce monsieur Richert, le 14 novembre 2010, est ministre chargé des collectivités territoriales et il est chargé de la phase d'application de la réforme territoriale. Eh bien oui, voyez-vous, l'Alsace a cette tradition d'avoir ses particularités héritées de l'histoire. Et si demain nous mettons ensemble ces trois collectivités, le Conseil général du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et la région Alsace, pour en faire une seule, c'est vrai que nous serons les seuls à l'avoir fait. Et que ce sera une particularité de plus. Est-ce que pour autant, est-ce que ça fait éclater la République, comme on a voulu nous le dire? Est-ce que ça justifie qu'on nous envoie des brigades républicaines pour reconquérir l'Est de la France et l'Alsace? Dixit, hein. C'est très intéressant parce que cette réunion et les propos qui ont été tenus par M. Richert étaient très intéressants parce qu'il a été en fait impressionné par le travail mené par les FFI et les militants de l'UPR sur place. Il faut qu'ils viennent de Paris pour expliquer aux Alsaciens ce que c'est que la République, parce que nous n'avions pas bien compris. Parce qu'il faut nous donner des leçons de patriotisme chez nous, en Alsace. C'est quand même fort de café. Autant dire que il a clairement admis que
que cette campagne l'avait dérangé, pour qu'il en parle quand même dans son discours de clôture, c'était quand même assez fantastique. Et je pense que il nous a accordé l'interview, et il savait pas trop à qui il parlait, mais il pensait quand même qu'on avait un lien avec ces fameuses brigades, et que finalement, il fallait nous accorder l'interview pour faire passer le message. Je vais quand même dire que c'est pas mal, il y a quand même Mélenchon qui est venu, Marine Le Pen, Mailly, pour nous expliquer ce que c'est la République. Ah ben, à tous les niveaux, les barons alsaciens, Richert, Büttner, Quesnel, ils mentent aux Alsaciens, bah alors à tous les niveaux, hein. Mais surtout quand ils se font les chantres d'une propagande germanophone et pan-germaniste. Parce que quand même, derrière tous les discours, il y a cette propagande germanophone et pan-germaniste assumée et assurée tout le long des discours et des réunions publiques qu'ils ont pu tenir durant la campagne organisée pour le Oui, organisée depuis octobre 2012, qui est pour faire passer la réforme territoriale. Dans les réunions du Oui, nous avons pu à loisir entendre la dialectique, soit de Büttner, de Richert, de Quesnel, une dialectique qui était sous-jacente aux 6 points d'argumentation pour le Oui. Et c'était une dialectique qui était en fait un discours de division anti-français, anti-républicain, anti-France et parfois francophobe. On apprend d'abord une langue, le français, et une fois qu'on saura bien écrire et parler, alors peut-être qu'on fera une autre langue. Mais non, c'est exactement le contraire. Il ne faut pas priver notre jeunesse de cette compétence que nous avions, qu'elle est en train de perdre, qu'elle perdra si nous n'y allons pas, mais cette fois-ci vraiment avec la méthode forte. En politique, diviser pour régner est une stratégie visant à semer la discorde et à opposer les éléments d'un ensemble pour les affaiblir collectivement. L'objectif est de fragmenter les éléments de résistance à un pouvoir extérieur. Celui qui met en œuvre la stratégie peut alors régner sur une population alors qu'il ne le pourrait pas si cette dernière restait unie. Voilà la clé du mystère. C'est pour ça que monsieur le gouverneur de l'Arkansas se prend d'un seul coup de passion pour la tradition du Piémont ou de la Silésie. Divide and conquer. Mais regardez ce qui se passe dans le monde depuis maintenant 30 ans. Diviser pour mieux régner, on voit bien qu'il y a une stratégie de réveiller les régionalismes, de créer des entités qui, on va dire, sur un espèce de vieux sentiment d'autonomie, voilà, mais très lointain quand même historiquement. Et en revanche, voilà, on recrève bien artificiellement une nouvelle identité qui est amenée à s'affirmer, parce que voilà, si de toute façon, on sait très bien comment ça peut se passer, si les régions commencent à devenir autonomes et que l'État commence à disparaître de ces régions, à force, ces régions, alors évidemment, c'est pas des phénomènes, on va dire, à court terme ou moyen terme, c'est pas sur 10, 20 ou 30 ans, mais ça peut aller très vite aujourd'hui, ça peut aller très vite. Mais c'est des régions qui peuvent à terme être indépendantes, tout simplement. Divide and conquer. L'exemple yougoslave. La Yougoslavie, qui était un pays uni, qui a volé en éclats, avec des guerres d'ailleurs terribles, une volonté d'hétérogénéiser ce pays. Les troupes d'ailleurs européennes étant venues morceler la Serbie, créer ex nihilo le Kosovo. On sait maintenant que M. Hasim Tachi, le Premier ministre du Kosovo, a été mis en cause pour des trafics d'organes. C'est pas moi qui le dis, c'est Dick Marty, un député suisse au Conseil de l'Europe, qui, comme vous le savez, puisqu'on était à Strasbourg, j'espère que vous savez que le Conseil de l'Europe n'a rien à voir avec la construction européenne, c'est une autre structure. Est-ce que vous savez, en tout cas, que les États-Unis sont bien entendu les grands gagnants, puisque le Kosovo est devenu l'une des principales bases américaines militaires dans le monde? C'est un État pseudo-indépendant, c'est en fait complètement tenu par les États-Unis d'Amérique. Divide and conquer. La Yougoslavie était un des fers de lance du mouvement des non-alignés sous Tito. Maintenant, il est réduit à néant. Le cas yougoslave, oui, il y a eu l'éclatement de la Yougoslavie, mais c'est pas la même stratégie qui est appliquée à la France.
c'est pas tout à fait pareil parce que il y avait quand même des grosses différences ethniques en Yougoslavie. C'est pas le cas de la France au sens où il y a une espèce quand même de... La République, on va dire, pour moi, a unifié le peuple français. Après, l'attaque qui est faite, alors pour en revenir sur les langues, parce que M. Büttner, lui, veut imposer l'allemand en Alsace, hein, c'est quand même un de ses projets, c'est un projet phare, hein, M. Kennel aussi l'indique, hein, c'est un projet phare. Donc, cette différenciation par la langue, c'est pour marquer leur spécificité. Et j'ai envie de dire, faire naître un sentiment régionaliste. C'est comme ça qu'on peut s'affirmer, parce que comment l'Alsace pourrait s'affirmer, on va dire, identitairement par rapport à la France, sinon en se différenciant par la langue. Quand aujourd'hui une entreprise d'Alsace innove, elle est en compétition avec une entreprise de Chine, avec une entreprise en Inde, avec une entreprise de l'autre côté du monde. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. C'est la raison pour laquelle, en étant à la fois soucieux de l'égalité républicaine sur l'ensemble du territoire national, nous devons être capables d'imaginer des solutions qui, dans le respect de cette égalité, permettent néanmoins de tenir compte des spécificités territoriales telles qu'elles se découvrent. Il s'agit de savoir, premièrement, quelle Europe on veut. Est-ce qu'on veut une Europe qui oblige tout le monde à prendre une décision? Est-ce qu'on veut une Europe fédérale ou une Europe confédérale? Est-ce que les décisions se prennent à l'unanimité ou à la majorité? Est-ce qu'on veut qu'on puisse avoir une Europe où des pays se regroupent et partagent, à travers des projets, à travers des zones économiques particulières, des principes et des orientations, comme on a fait avec Ariane, comme on l'a fait malgré tout avec l'euro? Ce n'est pas toute l'Europe qui a dû se prononcer d'un coup. Ariane, c'est peut-être 8 pays d'Europe qui travaillent sur ça. Airbus, c'est pareil. On n'est pas obligé d'aller toujours dans une Europe où à 27 ou pas. On peut être à moins de 27. On peut être même à 5 et ça restera l'Europe. Eh bien, obtenons dans notre projet au moins ce que la Corse a déjà, la Guyane aussi, et mettons-le en œuvre. Mais ayons cette capacité à pouvoir effectivement convenir, conclure des accords, des conventions avec les États voisins. Il ne s'agit pas de devenir autonome, il ne s'agit pas de séparer la France, il ne s'agit pas d'avoir d'autres lois, il s'agit d'avoir la capacité d'adapter nos lois, nos règles et nos normes à notre situation qui ici est européenne. Et si nous n'avons pas ça clairement au fond de nos tripes dans cette affaire, c'est pas la peine, je reste à la maison. Et donc c'est pas pour rester à la maison évidemment que je vous dis tout cela, c'est réellement parce que c'est ça qu'il faut réussir. C'est pas de se justifier, nous n'avons pas à nous justifier de ce que nous faisons, de nous excuser presque. Mais non, nous travaillons pour nos populations. Nous voulons que la prospérité reste à l'ordre du jour, durablement. La quatrième couche, qui sont les compétences nouvelles que nous sollicitons. J'en ai évoqué une tout à l'heure, au niveau du transfrontalier. Il y en a une autre au niveau de la langue régionale, Charles en a parlé tout à l'heure. Nous cofinançons déjà, et largement, cet enseignement de la langue régionale, et aujourd'hui, pour décider, nous sommes dans une commission quadripartite, avec l'État et les 3 collectivités. Demain, un seul décideur, et ça suffit. Je voudrais attirer votre attention sur l'article 68, tel qu'il avait été rédigé en 1958 du temps de De Gaulle, et maintenant tel qu'il a été rédigé suite au passage de Sarkozy. Dans l'article 68 de la version De Gaulle de notre Constitution, le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Désormais, la haute trahison a disparu de l'article 68. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, ça ne veut rien dire. La destitution est prononcée par le Parlement constituant en cours, on ne sait pas ce que ça veut dire. Des devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, ça ne veut rien dire. Ce qui est très important, c'est qu'on a retiré le concept de haute trahison de l'article 68. Ça a été supprimé, l'incrimination de haute trahison du président de la République a été retirée de la Constitution de la République par la loi constitutionnelle du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy, suite à une entente entre Sarkozy et Chirac.
Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pensez pas qu'il faut avoir une idée derrière la tête? Ce qu'il faut réussir à faire en sorte, c'est que nous ayons ces capacités entre l'État d'un côté et les collectivités de l'autre, de reconnaître le rôle de chacun dans ses spécificités, sans tutelle de l'un sur l'autre. Vous allez avoir des députés qui vont voter l'accord Made in MEDEF. C'est le contraire de ce que la classe ouvrière, les salariés, les syndicalistes ont défendu pendant des générations. Regardez la cruauté de ces accords. Et alors, vous saurez que vous vous retrouvez du côté des maîtres, vous vous retrouvez du côté de ceux qu'on le fouet, alors qu'on vous a élus pour être de l'autre bord. Je rappelle à ceux qui lisent Challenge, La Tribune, Les Échos, le Financial Times, que les 7 dernières années, on a pu lire des capitaines de grandes industries ou des grands néolibéraux nous dire que la première chose à casser en France, c'était bel et bien l'héritage du CNR. Bon, nous, on dit que cette exception française, qu'elle soit culturelle, économique, philosophique et politique, c'est quelque chose dont le monde a besoin. On ne préconise pas d'implémenter notre vision du monde et notre organisation sociale, économique, politique dans d'autres pays, on en est revenu. Par contre, il est important que quelque part dans le monde, dans le concert des nations, il y ait une France. Voilà, il faut que la France pense, qu'elle continue à penser et qu'en la regardant, le monde agisse. Je voudrais rendre un hommage à ces peuples et à ces langues minoritaires dont on ne parle jamais. Pendant que l'on distrait l'attention des populations françaises en leur racontant les méfaits de la France, du traité des Pyrénées de 1659, du traité de Régnic, de la bataille portée au veau de 1769, on ne leur parle jamais des exactions inouïes commises par les Américains contre les populations indiennes d'Amérique du Nord. On ne leur présente jamais la situation actuelle des Indiens d'Amérique. Ils n'ont pas tous été exterminés. Ils sont parqués dans des réserves. Attention, hein, pas question d'avoir une collectivité unique, des Sioux, auxquels on transmettrait des pouvoirs. Le président Clinton, il vient chanter la vie au Piémont, en Lombardie, en Catalogne, mais pas en pays Navajo. Pas chez les Sioux, pas chez les Cherokees. M. Quesnel le rappelait qu'il était soutenu, au pluriel, les élus alsaciens étaient soutenus dans leur projet d'initiative de référendum par le gouvernement. Donc voilà, le gouvernement soutient totalement ces initiatives. Le gouvernement, il est prêt à accueillir un parti qui demande, ni plus ni moins, qui revendique les Pyrénées-Orientales pour leur attachement à la Catalogne. C'est une première en France. Ce n'est pas l'État qui impose le référendum, c'est nous qui le demandons, c'est nous qui avons rédigé la question. Nous sommes soutenus par le gouvernement, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Nous sommes même encouragés. Ce qui est choquant, c'est que ces gars ne sont pas des identitaires, des régionalistes, des vieux réacs archaïques, nostalgiques du Grand Reich. Non, ce sont des élus de la République. En particulier Richert, qui se vantent d'ailleurs dans les réunions publiques d'être élus depuis 30 ans. Donc, mangeant à la gamelle des mandats de la République depuis 30 ans sur l'argent des contribuables français. On verra finalement la réaction des Alsaciens au résultat du référendum, mais par contre elle est absolument nécessaire. Parce qu'aujourd'hui il faut que le citoyen se rende compte qu'on essaie vraiment de le séparer totalement des pouvoirs avec le projet d'Eurorégion, et que même si des référendums comme celui d'Alsace semblent finalement concerner des sujets très locaux, les enjeux sont véritablement nationaux. Il faut rappeler quand même les commissions qui sont à l'origine de la réorganisation et de la réforme. C'est des commissions qui ont prétendument réfléchi à la forme de la nouvelle organisation territoriale, et juste en donnant les noms des commissions, on
on sent déjà le roussi, quoi. Alors en 2008, la première commission, c'est la commission Attali, no comment. Et 2009, c'est le comité Balladur, qui, sans le dire aux Français, a préconisé la création de 11 eurométropoles. Alors, il n'a pas préconisé la création de 11 eurométropoles, il a juste transféré en français les préconisations de la Commission européenne. Donc, il a prévu 11 eurométropoles. Je pourrais vous faire la liste, là je ne l'ai pas en tête, mais bon, 11 eurométropoles et une collectivité territoriale à statut particulier qui serait le Grand Paris. Donc cette vision rhénane, trinationale de notre territoire est à intégrer fondamentalement dans notre devenir. C'est dans le cadre de la région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur que s'inscrit notre avenir et notre prospérité. Si nous ne faisons pas cela, nous serons à côté de la plaque. Bien, nous avons maintenant un système qui est tellement compliqué que tout le monde, tous ceux qui suivent ces dossiers, disent au plan national, c'est trop compliqué, il faut simplifier. Il faut simplifier le millefeuille, il faut enlever un niveau de collectivité. Là, ce qu'ils appellent, oui, effectivement, le millefeuille, c'est une expression, on voit bien, de 9 langues qui est reprise en chœur, alors que si on y pense, effectivement, l'organisation comme ça, par couches successives, c'est de façon à assurer un service local. Parce qu'aujourd'hui, les autorités et toutes les politiques qui ont été menées dans ce sens depuis Nicolas Sarkozy essentiellement, mais ça avait commencé sous Chirac, et ça s'est renforcé, ça se renforce sous Hollande, c'est de regrouper de façon à créer des espèces de super pôles, mais qui entraînent la désertification totale du reste du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller dans certains, nous en plus, on est bien placés puisqu'on fait le tour de France en ce moment des régions, et on peut constater des régions entières qui sont désertiques. Et puis on parle aussi de désert administratif, parce que pour ceux qui habitent là-bas, pour une simple opération chirurgicale, ou des fois pour aller à la poste, etc., ils sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres. Alors tout le monde, évidemment, nous, quand on est dans cette vision parisienne, ah oui, mais il y a le bus, il y a le métro, oui, mais ça fonctionne pas comme ça quand on habite au fin fond de la Creuse, ou dans la Nièvre, ou dans le Jura, c'est d'autres réalités. Et la réalité, en fait, administrative française, c'est toujours d'apporter on va dire, une présence locale, et d'assurer ainsi l'égalité entre le citoyen qui a la ville, le citoyen qui a la campagne, celui qui a la montagne, etc. Et c'est ça la France. Parce que tout le monde parle de la réduction du millefeuille institutionnel, tout le monde en parle. Et ils veulent effectivement détruire cette proximité au profit d'une centralisation qui, elle, de toute façon, ça s'inscrit tout à fait dans la logique néolibérale, parce qu'effectivement, ça coûte très cher d'entretenir un petit bureau de poste dans le petit village là-bas, mais ce petit bureau de poste, il rendait des services à beaucoup de gens, c'est ça, cette proximité du service public. Ça, évidemment, ça n'existe plus, puisqu'on est dans une logique de rentabilité. Il y a une deuxième possibilité qui est donnée, c'est de donner une possibilité d'initiative législative. C'est-à-dire, comme je l'indiquais, les lois sont toujours faites par le Parlement, évidemment, mais il est possible d'imaginer que le Conseil d'Alsace, demain, puisse faire des propositions d'ajustement législatif au gouvernement, qui ensuite est libre ou non de le proposer au niveau du Parlement. Jamais ne vous diront un mot sur l'article 62, celui qui organise les délocalisations. Jamais sur l'article 32, celui qui organise les rapatriements des produits faits en Chine ou dans les sweatshops au Bangladesh. Jamais ils ne vous diront un mot sur l'article 42 du TUE, qui nous subordonne à l'OTAN. Ils ne vous diront jamais un mot sur l'article 121 du TFUE, qui nous subordonne aux grandes orientations politiques et économiques fixées par la Commission. Jamais ils ne vous diront un mot sur l'article 123, sur l'article 125, sur ces articles qui subordonnent, qui interdisent à la Banque Centrale Européenne de monétariser les déficits publics, sur celui qui interdit le renflouement des autres États, qui est piétiné. Et jamais ils vous en parleront, non. Il s'agit de trouver des compromis les plus favorables. Après, est-ce que l'Europe de 27 n'est pas déjà une erreur? Est-ce qu'il ne faut pas trouver une Europe à plusieurs vitesses? Une Europe peut-être centrale, enfin des 6, des 12, qui serait avec un peu plus d'Europe entre les 12, un peu moins d'Europe avec les derniers pays qui nous ont rejoints. Une Europe des lois, de l'économie pour les 12, et peut-être une Europe juste
de l'économie avec les 15 derniers qui nous ont rejoints. La dernière semaine, ce qui m'a marqué, c'est toutes les réunions en fait, qui se sont multipliées pour le oui. Et aussi au niveau des nonistes, c'est-à-dire aussi bien J'aime l'Alsace, je vote non, que le Front de gauche avec Mélenchon, que le FN avec Marine Le Pen ou que le MPEP, quoique le MPEP, on a toujours marché quasiment dans la même lignée, on a défendu la même ligne qui était la République et le démantèlement de la République. C'est les seuls, le MPEP avec l'Union populaire républicaine, qui sont allés directement au cœur des enjeux en disant aux Alsaciens et aux Français, attention, là il y a quelque chose qui se joue, ça commence en Alsace, c'est un laboratoire, mais ça va se reproduire sur tout le territoire. Ma conclusion, les Alsaciens doivent dire non. Il faut qu'ils disent non. C'est très important qu'ils disent non. Parce qu'ils sont le laboratoire de ce qui va se passer après, de ce qu'après on va nous proposer en Catalunya Nord, en Pays Brezonec, en Savoie. C'est de ça qu'il s'agit. N'en doutez pas un instant, d'ailleurs je vous ai montré les preuves. Hein. C'est déjà fait pour la Bretagne. Ce dont il s'agit, c'est d'aboutir à ça. C'est d'aboutir au morcellement, au divide and conquer, comme les Américains l'ont fait à la chute de l'Union soviétique, avec la Yougoslavie, le Soudan. Ils essaient de le faire comme ils l'ont fait en Libye, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, comme ils essaient de le faire en Chine, ils essaient aussi de le faire en Europe. Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons? Est-ce que nos compatriotes alsaciens est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent voter non sur la transformation de collectivité territoriale unique? Parce que s'ils votaient oui, ils le feraient sans s'en rendre compte. Parce qu'ils sont victimes d'une escroquerie morale, politique, intellectuelle, parce qu'il n'y a aucun débat. On leur fait croire que c'est une broutille. Mais si c'était une broutille, il y aurait un référendum. Et je pense qu'en répondant à ces questions, on arrive à balayer tout doute et que finalement les gens auront compris que dire oui dimanche soir, c'est la seule réponse possible. On a déjà constaté que pas mal de gens étaient très très mal informés. Ils savaient même, il y en a même qui étaient même pas au courant tout simplement qu'il y avait un référendum. Non mais finalement je sais même pas vraiment disons les aboutissants de tout ça. Vous n'êtes pas assez informé, vous trouvez? Non, oui, effectivement pas assez informé. Ouais, c'est au niveau de l'Alsace. Si elle veut être indépendante ou quelque chose? Non, justement, ils veulent rassembler les deux conseils, c'est ça? Elle n'est pas tout à fait dans le feu. Ils veulent rassembler les deux conseils, c'est ça? Tout à fait, voilà. Et donc, ça vous inspire quoi quand même ce projet de base? Si, moi j'ai réfléchi un peu, moi je pense que... C'est mieux de dire non, ouais, moi je suis bon plutôt. Mais, et après, ça nous a quand même conforté dans l'idée que rien n'était joué, quoi. Parce qu'il y avait quand même une espèce de sentiment d'indécision générale, surtout dans le Haut-Rhin. C'était très marqué entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Je suis personnellement pour. Personnellement pour? Oui. Est-ce que vous êtes au courant des projets d'Eurorégion? D'Eurorégion, vaguement, on va dire. Vaguement. À partir du moment qu'il y a une ouverture, moi je vois ça d'un œil très favorable. Donc oui, je pense que ce sera positif dans tous les cas. Il ne faut pas qu'on se renferme sur nous-mêmes, il faut être ouvert sur nos voisins. Et bon, on est dans une communauté européenne, donc pour moi ce n'est que du positif. Qui va avoir son mot à dire ici. Si c'est nouveau pour avoir une eurodictature bruxelloise, je pense que c'est pas la peine. On a bien constaté que dans le Haut-Rhin, il y avait quand même une espèce de méfiance quoi, vis-à-vis de ce référendum, parce que, comme d'habitude, comme il était porté par toutes les élites et toute la classe politique, de droite à gauche, ça paraît suspect d'entrer. Maintenant, j'espère que les Français commencent à comprendre un peu le jeu politique dans ce pays, et que quand on propose un projet en général qui fait l'union, comme ça, ce qu'ils appellent l'union nationale, il faut se méfier. Moi, je pose une question, quand même, aux adhérents et aux militants du Front National et du Front de Gauche, c'est est-ce que c'est vraiment le moment de s'opposer et de se chicaner sur des sujets qui sont certes importants, mais tout de même annexes, alors que les enjeux économiques sont si importants? Ce qui est peut-être pas temps de laisser certaines embrouilles de côté,
de se réunir ensemble pour récupérer notre démocratie, arrêter de laisser l'Europe casser les acquis sociaux des Français, de casser l'économie française. C'est à vous d'en juger en conscience. Moi, j'ai fait mon choix. On prétend pas être au niveau de nos anciens, de nos aînés. Tout ce qu'on dit, c'est que au jour d'aujourd'hui, le grand capital et en particulier le néolibéralisme apatride occidental veut complètement détruire l'héritage et l'exception française. Alors l'héritage, c'est le CNR, c'est le Conseil national de la résistance, qui alliait la force du travail, les communistes, qui représentaient les intérêts du peuple, des ouvriers, la France et les Français qui se lèvent le matin. La France d'en bas, comme disait Raffarin. Et puis, le capital, mais le capital un peu paternaliste, le capital responsable, ce qui fait en fait l'excellence française des personnes qui effectivement, par leur intelligence, par leur force de travail, par leurs innovations, permettent de doter la France en industrie, en laboratoire de recherche, en structures en fait, qui permettent de préparer l'avenir et de faire vivre au présent. Ça a démontré en tout cas qu'une bande de militants motivés, avec effectivement un peu d'organisation, parce que pour le coup on sera beaucoup mieux préparé la prochaine fois, mais voilà, on a les moyens de changer les choses. Tout tient au potentiel, à la motivation et à l'envie l'envie de faire bouger. Et ça, on l'a vu sur place, encore une fois, il faut souligner la solidarité upérienne sur cette affaire, parce que vraiment, ça, c'est des choses, voilà, c'est une aventure humaine. Ce qu'on est en train de vivre là, de toute façon, c'est que de l'humain. Si on se plaît à répéter inlassablement aux Français que la France est en guerre et que nous sommes occupés, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, sur des sujets aussi importants que le référendum en Alsace, parce que derrière les enjeux, on se positionne de telle façon. Est-ce que DLR est partisan d'une sortie de l'Union européenne? La question est très intéressante. Non, nous sommes, à première vue, partisans de changer l'Europe de l'intérieur. C'est un espoir, c'est peut-être une utopie pour certains, mais on pense que la voix de la France dans l'Union européenne est suffisamment forte pour réussir, avec beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, à dire stop. L'Europe des marchés, l'Europe du libéralisme, l'Europe du capitalisme exacerbé, on n'en veut plus. On veut une Europe de progrès, on veut une Europe sociale, on veut une Europe qui accepte nos particularités et surtout nos droits qui sont les plus progressistes d'Europe. Voilà. Alors peut-être qu'un jour, si l'Europe refuse ces particularités françaises, nous devrons la quitter. Mais ce n'est pas notre espoir, et notre espoir est dans l'Europe aujourd'hui. Au moins, les choses sont claires. En tout cas, Monsieur Chevalier-Roche, lui, ne veut pas sortir de l'Union européenne. Voilà. Et ça, c'est un point, un accroc essentiel entre l'UPR et DLR. Parce que à l'UPR, on ne veut pas jouer comme le fait Nicolas Dupont-Aignan sur la rhétorique en expliquant que la France ne peut pas sortir de l'Europe parce qu'elle ferait partie du continent européen. Non, on a tous compris que la France, elle était en Europe. On parle de sortir de l'Union européenne, arrêter avec cette construction politique. Voilà. Et ça, on a bien vu, alors là, les choses sont claires, DLR ne veut pas sortir de cette construction politique, DLR veut changer cette construction politique en disant la modifier de l'intérieur. Donc c'est un discours alter-européiste, ça n'a rien à voir avec les objectifs de l'UPR. Qu'est-ce que vous pensez de l'article 50 qui prévoit la sortie de l'Union européenne pour un pays ? C'est un mécanisme qui pourra nous permettre, en dernier recours, si nécessaire, de sortir de l'Europe. Mais aujourd'hui, la solution la moins critique, c'est de tenter de modifier l'Europe de l'intérieur. DLR. On va parler de Nicolas Chevalier-Roche.
pareil, Nicolas Chevalier-Roche, il a plié. C'est vrai qu'on avait tout un discours en tête-à-tête et de manière orale avant la campagne où, comme d'habitude, DLR, à son image, m'expliquait que les Français sont des peureux, que les Français ne comprennent rien à rien, que les Français, il ne faut pas leur dire la vérité, il faut leur mentir pour leur bien, parce que sinon, ils ne nous écouteront pas. Bon, comme d'habitude, j'ai écouté, et puis j'en ai fait qu'à ma tête. La première chose, c'est soit arrêter, c'est arrêter avec la monnaie unique. Première chose, c'est dire stop, c'est revenir aux monnaies nationales. Avoir une monnaie commune peut-être pour poser plus lourd sur l'international, mais avoir une monnaie nationale, garder, revenir à nos monnaies nationales pour pouvoir avoir une politique budgétaire et économique logique. Au moins, nous, à l'EPR, on est beaucoup plus clair sur nos objectifs. On explique, on sortira de l'Union européenne sereinement. On va expliquer à nos partenaires, voilà, on veut l'application de l'article 50. Voilà, on ne fait pas un espèce de... Comment dire, d'espèces de rodomontade comme ça en expliquant oui, de toute façon, nos partenaires auront 4 ans, parce que alors ça c'est fantastique, parce qu'ils nous expliquent qu'ils auront 4 ans donc, pour ratifier un nouveau traité. Et pourtant, quand on lit l'article de M. Pinsol, un autre porte-parole, lui, nous explique que 2 ans c'est déjà trop long pour négocier. Alors déjà, il faudrait qu'ils se mettent d'accord entre eux, parce que ça aussi, c'est un problème à DLR. Au bout du compte, c'est toujours la voix du peuple, la légitimité populaire qui s'exprime à travers les élus qui compte et qui est le plus important. Les traités qui ont été acceptés par le passé n'engagent pas les générations futures, ou du moins elles ne les engagent que jusqu'à qu'ils les écartent de leurs droits. Je veux dire, c'est comme dire si tu bats des mains et que tu sautes de la falaise, tu pourras voler comme un goéland. Moi, ce que je suggère aux adhérents de DLR, c'est d'aller bien relire ces traités, parce que justement, précisément, les traités nous engagent pour les générations à venir, puisqu'ils vont modifier profondément et on va dire sur la longueur, tout ce qui est en train de se passer, c'est stratégique, c'est fondamental. Et la France ne fait pas ce qu'elle veut, parce que contrairement à ce que disent les gens de DLR, qui nous expliquent que non, la France va désobéir aux traités européens. Le meilleur moyen de se faire entendre, c'est d'arrêter de payer. Voilà. Ça provoquerait une crise politique quand même. Malheureusement, on est dans une crise politique aujourd'hui. Donc une crise sur une crise. Dupont-Aignan, il se prend un peu pour Napoléon des fois quand même, quoi. Parce qu'en expliquant, oui, qu'il va faire plier l'Allemagne, il va faire plier l'Angleterre, il fera plier tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que... Il n'est pas un peu présomptueux quand même? Les critiques, les gens ne comprennent pas très bien en fait qu'est-ce qui se passe là. Tout d'un coup, il y a un agglomérat de petites structures, etc. qui arrivent avec des couleurs, des logos différents. Ça bouillonne, on se demande un peu ce que c'est. Les gens de l'UPR ont eu très très peur en se disant c'est quoi ce truc-là. Bon. Tout le monde se rassure, je suis secrétaire national au militantisme de l'UPR et à la coordination. Et tout ce qu'on a fait, toutes les équipes qui sont là, que ce soit les brigades du Tigre, les brigades populaires républicaines, la métastructure FFI, tout ça en fin de compte, ce sont des structures qui sont adhérentes à l'Union populaire républicaine. En ce sens-là, il faut quand même rappeler que l'Union populaire républicaine a été pensée dans sa charte et par François Asselineau en 2007 comme le rassemblement de tous les Français. Bien sûr, c'est un parti politique qui accueille les citoyens en tant qu'adhérents individuels, mais c'est aussi, à terme, le Conseil national de la résistance 2.0, l'Union populaire républicaine, l'Union du peuple pour établir la démocratie, qui va s'attacher à rassembler aussi des structures. Et donc, que ce soit les Brigades du Tigre, que ce soit les FFI, ce sont des structures qui adhèrent de toute façon à la charte de l'Union populaire républicaine. On peut effectivement à chaque fois constater que lorsque l'UPR engage de nouvelles analyses ou on va dire des nouveaux modes de communication, eh ben on est souvent plagié. Alors après, il y en a qui vont dire « mais attends, pour qu'ils se prennent, ils croient que tout le monde est en train de les espionner ». Et pourtant, force est de constater qu'on ouvre des pistes. Il suffit de voir au départ le Front National qui s'était positionné pour le oui,
est revenu sur sa décision après le positionnement de l'UPR. On observe qu'au front de gauche, bon, il n'y avait pas vraiment de réaction par rapport à cette campagne d'Alsace. À partir du moment où ça commençait à l'UPR, on voit qu'ils se mettent à sortir effectivement des visuels très inspirés de l'idée de départ, justement, que nous, on a voulu exprimer dans nos visuels. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Hein, on a observé M. Mélenchon carrément reprendre mot pour mot des statistiques et des analyses qui avaient été présentées par François Asselineau, en particulier concernant le terrorisme en France. Une fois de plus, on a parlé un mois avant les autres, mais Xavier Bertrand, dernièrement, a fait des sorties dans les grands médias pour bien dire que, de toute façon, les référendums sur le démantèlement de la République, enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais quand même, le sous-texte, c'est ça, se passeront partout en France. Et à l'issue des référendums, dont je ne doute pas la réponse qui sera oui et positive. Alors, pronostic. J'espère que le non va gagner, bien sûr. Mais les derniers sondages, enfin le seul sondage qui a eu lieu nous donnait largement perdant. Je pense que ça sera plus serré, mais je pense surtout que l'abstention sera suffisamment importante pour que malgré tout ce référendum ne puisse pas passer. Ce qui ne veut pas dire qu'on aura gagné. Ce qui veut dire qu'on aura gagné cette bataille, mais que la guerre continuera, si je peux m'exprimer comme ça, et qu'il faudra rester vigilant sur la suite. Ben, si le non l'emporte, pour nous ce sera... on pourra quand même dire que c'est une petite victoire, voilà. Et que finalement, ce début de la fin qu'ils ont voulu amorcer avec l'Alsace, bah, ce sera peut-être le début du commencement de la résistance réelle sur le terrain. On va voir, moi je pense que le non va gagner. Je pense que ce sera un non fort, ferme et franc. Je pense ne serait-ce que par le fait que les Alsaciens, en grande majorité, vont s'abstenir. Ce sera un grand échec en cas de victoire du non, parce que quand on voit la force de la propagande qui a été déployée sur le terrain par effectivement la classe politique et puis tous les organismes institutionnels, y compris l'État lui-même, Moscovici, qui est venu à Strasbourg faire sa conférence, donc on voit bien que l'échec du oui, ce sera un jugement terrible, quoi. Ce sera un jugement terrible. Le oui l'aurait emporté par près de 67% des voix, mais le non aurait recueilli plus de 55% des suffrages dans le Haut-Rhin, ce qui fait automatiquement échouer ce projet de fusion du conseil régional et des conseils départementaux. Oh,